comme je vais vous le montrer, je crée des ressources pour mes élèves à l'intérieur de cette plateforme. Donc je vais vous présenter les fonctionnements communs à toutes les collections collège et lycée. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est très très riche. Donc je vais vous montrer des choses principales à mon sens. Après, si vous avez des questions et s'il y a des choses plus particulières, j'essaierai de vous les montrer. Mais il y a une autre série de webinaires plus spécifiques à chaque collection qui vous est proposée, je crois, par la Dame de Paris. Donc vous pourrez voir un petit peu plus de choses à cette occasion-là. Je suis aussi auteur pour les banques de ressources lycée. C'est des banques de ressources régionales, ce coup-ci. Il y a un appel d'offres de 5 régions dans la région Île-de-France pour des banques de ressources pour le lycée, donc notamment en mathématiques. Et c'est là, pour ces banques de ressources, on travaille aussi avec Cabrilog. Donc, pour mon intervention, je vais vous présenter d'abord Tactileo pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis un module, notamment à travers la plateforme dont vous a parlé Axel Jean, qui est Mes cours en solo, qui permet d'y accéder directement d'un simple clic et de découvrir les collections. Ensuite, vous êtes a priori dans votre académie tous connectés avec un ENT, donc par l'intermédiaire du GAR. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment à partir de là, vous pouvez diffuser des contenus à vos élèves et suivre le travail de vos élèves. Et enfin, je vais vous montrer comment on peut personnaliser et créer ses propres ressources à l'intérieur de la plateforme. Et dans la mesure du possible, je répondrai ensuite à vos questions. Donc, mescoursensolo.fr, vous tapez ça dans un navigateur et vous tombez directement, sans avoir besoin de connexion particulière ou de compte particulier, sur l'ensemble des BRNE qui sont accessibles pour tous les établissements de France. Donc il y a la collection Barème qui est en mathématiques cycle 4, il y a 2 collections en allemand, une en cycle 3 et une en cycle 4. La collection Mascotte Science qui est pour le cycle 4 et qui fonctionne aussi pour le cycle 3. Il y a une collection en italien qui est plus récente et une collection en LCA aussi qui sont proposées. Ensuite, il y a une collection objective DNB mathématiques qui a été faite, je crois, par l'Académie de Créteil, par des professeurs de mathématiques de l'Académie de Créteil à partir des ressources qu'on peut trouver dans Barème. Et enfin, la collection dont vous a parlé Julien, Équipe Réussite, qui est une collection essentiellement FLE et FLS, mais à l'usage, j'ai pu le voir lors d'autres webinaires avec des équipes de primaire, il y a beaucoup de ressources dedans qui peuvent être utilisées dans un autre cadre que le FLE et le FLS, dans cette banque de ressources. Donc ce mescoursensolo.fr, pour nous en tant qu'enseignants, c'est bien d'y aller pour pouvoir découvrir un petit peu les ressources, les visualiser. Après, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus fonctionnel de passer par son ENT pour pouvoir les diffuser à ses élèves et les suivre et suivre le travail de ses élèves, puisque dans mes cours en solo, on ne peut pas diffuser directement une ressource en particulier. Donc je vais vous montrer cette plateforme. Donc quand vous tapez mescoursensolo.fr, vous arrivez sur cette page. Donc vous cliquez sur se connecter, mais en fait la connexion est automatique. Et vous arrivez sur la page de présentation de toutes les banques de ressources. Donc ces banques de ressources, vous pourrez y accéder, il suffit de cliquer ici. Et donc là, je vais prendre l'exemple de Mascotte Science pour vous présenter un petit peu le type de ressources que vous pouvez trouver. Donc c'est très riche et très varié, hein. Vous pourrez le découvrir par vous-même et puis suivant les disciplines qui vous intéressent, vous irez plus facilement vers une banque de ressources plutôt qu'une autre. Donc ici, vous avez les ressources qui sont classées par thème, si vous souhaitez, c'est une première entrée possible pour trouver des ressources. Alors, c'est important de voir comment trouver des ressources parce qu'il y a beaucoup de ressources dans ces collections. Là, vous voyez qu'ici, il y a 5940 ressources. Donc, il y a un système qui est bien fait de navigation, mais qu'il faut bien comprendre au départ pour arriver à s'y retrouver. Donc, il y a une recherche possible par mots-clés. Donc là, par exemple, si je veux chercher une ressource sur les panneaux solaires, je vais taper panneaux solaires dans la barre de recherche. Et là, je tombe à 70 ressources. Donc, c'est moins, mais ça reste encore beaucoup. Il y a une chose importante à comprendre dans toutes les banques de ressources qui sont dans Tactileo, c'est la granularité. En fait, vous avez trois niveaux de ressources. Il y a les grains. Donc ça, les grains, c'est des ressources unitaires, élémentaires. Ça va être une vidéo, une photo, une question. Ensuite, vous avez les modules. C'est un ensemble de grains, donc un ensemble d'éléments qui constituent un module, donc qui vont constituer un premier ensemble qu'on va pouvoir diffuser aux élèves. Et enfin, il y a un troisième niveau qui sont les parcours, où là, on va pouvoir
mettre un ensemble de modules sur une thématique donnée par exemple, avec des paliers. Et si on veut, on peut aussi paramétrer les paliers. Donc là, par rapport à ce que disait tout à l'heure votre Dan, c'est que ça permet de différencier, de mettre des paliers avec des... Voilà, tant qu'on n'a pas réussi le premier palier, on peut dire non, tu continues un petit peu avant de pouvoir passer au deuxième palier. Et ça permet d'avoir des parcours différenciés pour les élèves. Donc là, je vais vous présenter un module qui est la ressource essentielle au départ qu'on utilise dans Tactileo. Voilà, donc là, on arrive sur les ressources sur les panneaux solaires. Les ressources dans Mascot Science, elles sont classées en thématiques comprendre, s'entraîner, savoir, réaliser, découvrir. Donc là, je vais vous montrer, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, la ressource savoir chaîne d'énergie d'un panneau solaire. Donc quand vous avez trouvé une ressource, vous cliquez sur la vignette, et là vous avez une petite fenêtre qui apparaît dans laquelle vous avez une première description de la ressource, quelques informations sur le niveau, le nombre d'éléments, et si vous cliquez sur plus de détails, vous avez un peu plus d'informations pédagogiques et aussi tous les éléments qui constituent ce module. Donc ça vous permet déjà de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et vous avez aussi les droits d'utilisation qui vous sont indiqués pour savoir si vous pouvez réutiliser cette ressource dans un autre contexte. Quand vous voulez voir la vision élève d'une ressource, vous cliquez sur Visualiser. Donc là, c'est une petite vignette d'introduction pour dire qu'on est dans un module qui concerne le savoir. Donc pour passer à l'élément suivant, on clique sur la petite flèche en bas. Ici, on a un élément d'information. À tout moment, quand vous êtes dans un module, vous avez les trois petits traits en bas là, qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Donc vous avez ici le déroulé de votre module. On peut toujours revenir en arrière et par défaut, par contre, on ne peut pas aller en avant tant qu'on n'a pas passé les éléments précédents. C'est des choses qui peuvent se paramétrer éventuellement dans un module. Donc on passe à l'élément suivant. Premier type de question, c'est un type de question, donc je vais vous montrer tous les types de questions différents, enfin pas tous, mais un grand nombre de types de questions différents que vous pouvez trouver dans Tactileo. Là, c'est une réponse ouverte. Donc là, l'élève va pouvoir taper sa réponse. Et on verra tout à l'heure qu'on peut évaluer cette réponse ou ne pas l'évaluer. On peut l'auto-évaluer ou l'évaluer manuellement. Ensuite, l'enseignant peut évaluer ça comme s'il corrigeait une copie ou un cahier d'élève. Donc je passe à la suite. Là, on a un type d'élément qui est une question à trous. Donc on a des étiquettes qu'on va pouvoir déplacer et positionner. Donc je vous montrerai aussi comment on peut créer ce type de ressources très facilement dans Tactileo. Donc là, il va y avoir une auto-évaluation avec une correction immédiate pour l'élève. Donc il a un retour immédiat sur son travail. Ici, on a un type de ressource qui est légender une image. Donc vous pouvez importer une image et puis mettre des légendes à certains endroits, avec des étiquettes aussi de la même façon. Et, et l'élève déplace les étiquettes. Alors quelque chose qu'il faut savoir, c'est que des fois, ici, vous avez des informations qui peuvent être dans une fenêtre à part et qui peuvent masquer une partie de la question. Donc en cliquant ici, à chaque fois, vous pouvez faire disparaître et apparaître l'information ou la consigne qui est dans la petite fenêtre. Et on arrive à la fin de ce module. Donc à la fin du module, l'élève a un bilan complet de son travail avec un score, le détail de ses résultats. Et il peut cliquer à tout moment sur la petite loupe où il va voir sa réponse et la correction qui a été apportée. Donc voilà comment se présente une ressource, et beaucoup de ressources se présentent de cette façon-là dans Tactileo. Donc pour la recherche, la granularité, le grain c'est la ressource élémentaire, le module c'est un ensemble de grains, un ensemble d'éléments, et après on a les parcours. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous le montrer, qui permettent de créer un parcours complet pour les élèves. Pour vous connecter dans votre académie, donc ça se passe par l'ENT. Donc vous avez ici dans vos applis, ça vous permet d'accéder à ce qu'on appelle le GAR, le médiacentre. Et dans le médiacentre, vous allez trouver toutes les collections, toutes les ressources qui vous ont été affectées. Ces ressources, elles sont affectées par le responsable GAR. Donc il y a un responsable dans votre établissement qui est responsable pour vous distribuer ces ressources-là. Donc dans un premier temps, si vous cherchez une ressource et que vous ne l'avez pas à cet endroit-là, il faut s'adresser à lui pour voir s'il vous l'a affecté et s'il l'a affecté à vos élèves.
Et si jamais c'est pas le cas, ben, il faut qu'il le fasse. Et s'il l'a fait, après, ils peuvent contacter éventuellement au niveau de la DAN ou du GAR si jamais il y a des soucis. Pour toutes les collections et toutes les ressources qui sont hébergées sur la plateforme Tactiléo, il y a deux types de ressources. Donc là, je m'adresse plutôt aux responsables GAR. En fait, il faut bien penser à installer ce qu'on appelle les mères de famille. Donc pour certaines ressources, il y a des mères de famille. Donc pour les collections Barème, les deux collections d'Allemands, il y a une mère de famille qui s'appelle Tactileo Hachette. Et pour les autres collections Mascotte Science, Mascotte LCA, Mascotte Italien, etc., il y a une autre mère de famille qui s'appelle Tactileo Mascotte. Donc il faut bien penser à installer cette mère de famille. Et si jamais au niveau des responsables gare, vous avez des soucis, vous avez l'assistance Tactileo dont l'adresse apparaît sur l'écran. Donc une fois que vous êtes connecté dans votre ENT, vous allez donc dans votre média centre et vous allez dans la collection que vous souhaitez et vous allez arriver dans une interface Tactileo qui est commune un petit peu à toutes les collections. Donc là, moi, je suis dans un espace de démonstration. Je vais vous montrer à partir de cet espace-là comment ça se passe. Et donc, on va voir maintenant comment on peut diffuser une ressource aux élèves. Donc, vous arrivez dans une collection, on va prendre, peu importe la collection, on va prendre italien, allez. Vous choisissez la ressource que vous avez repérée, que vous voulez diffuser à vos élèves. Donc là, admettons que je vais distribuer ce premier module à mes élèves. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur la vignette, vous avez le descriptif, vous pouvez la visualiser, et pour distribuer une ressource aux élèves, il faut créer une session. Donc vous cliquez sur créer une session. Donc là, vous avez le titre de la session que vous pouvez modifier. Par défaut, c'est le nom du module. Vous pouvez mettre le nom de la classe, par exemple, à laquelle vous allez attribuer cette ressource. Ensuite, vous avez un début et une fin de session. Donc, vous pouvez paramétrer la durée pendant laquelle l'élève va accéder à cette ressource. Par défaut, c'est un mois. Donc, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Et après, quelque chose qui est important, c'est que maintenant, on va diffuser cette ressource aux classes. Alors, ici, vous avez accès à vos classes. Donc, par exemple, moi, je vais prendre la 3e A. Mais attention, la première fois que vous allez vous connecter, si vous n'avez jamais utilisé cette collection-là avec vos élèves dans votre établissement, cet espace va être vide. Cet espace n'est rempli que une fois que les élèves se sont connectés une première fois. Donc il faut demander aux élèves de se connecter une première fois par l'intermédiaire de l'ENT à la collection voulue pour qu'ils remontent dans la base et que vous les ayez disponibles ici pour leur distribuer les ressources. Donc ça, c'est important. Je vais vous montrer une alternative. Dans un premier temps, si vos élèves ne sont pas connectés, vous allez quand même pouvoir diffuser des ressources par un autre moyen. Mais après, une fois qu'ils sont remontés, vous pouvez leur attribuer la ressource par ici. Et c'est préférable du coup, parce que là, on passe par le GAR, et l'élève va avoir un espace à lui où va pouvoir retrouver ses ressources, stocker les choses et avoir un suivi de son travail. Donc là, je vais attribuer la ressource à toute cette classe et je vais volontairement justement enlever 2 élèves pour vous montrer que si j'ai des élèves qui se connectent a posteriori, je vais pouvoir les rajouter à ma session dans un deuxième temps. Donc le titre de la session, la durée, et on diffuse aux élèves. Et on crée la session. Là, ma session est créée, il y a tous les élèves à qui j'ai attribué cette ressource. Et en haut à droite, vous avez accédé à cette session avec un petit code. Donc si vous cliquez à cet endroit-là, vous obtenez un lien. Et ce lien va permettre, si vous le distribuez à vos élèves d'accéder directement à la ressource sans passer par l'ENT si jamais ils ne sont pas encore remontés dans la base. Si vous voulez tester ce lien, il va falloir le tester soit dans une nouvelle fenêtre de navigation privée, soit dans un autre navigateur, puisque étant déjà connecté à Tactiléo, sinon l'accès vous sera refusé. Donc je vais le tester pour vous montrer dans une nouvelle fenêtre de navigation privée. J'arrive sur une page où là, l'élève du coup va devoir rentrer un pseudo. Donc nous, un usage qu'on a pris, c'est de donner le nom de la classe pour le reconnaître, de donner le prénom et la première lettre du nom de famille pour respecter la confidentialité des données. On clique sur C'est parti et l'élève accède
à la ressource. Donc là, vous avez une ressource d'italien avec des images. Je vais la passer rapidement et on arrive ici. Donc il n'y avait qu'un seul élément dans cette ressource. Qu'est-ce qui se passe côté enseignant? Mais côté enseignant, on voit apparaître ici dans ma session que Christophe G en 3A s'est connecté à cette ressource et l'a effectué. Donc comment on distingue les élèves qui sont passés par le lien libre des élèves à qui on a affecté la ressource? Les élèves à qui on a affecté la ressource ont un petit carré à côté d'eux, alors que vous voyez qu'ici je n'ai pas de petit carré. Donc voilà les deux possibilités pour affecter des ressources à vos élèves. Essayez de privilégier le passage par le GAR, avec l'inconvénient qu'il faut que les élèves se soient connectés une première fois. Sinon, vous pouvez distribuer aussi le lien libre et vous pouvez mixer les deux méthodes. Dernière chose, justement, comme les élèves se connectent peut-être au fur et à mesure que vous avez déjà diffusé une ressource, vous pouvez modifier votre session à tout moment. Donc, ça se passe dans Résultats et suivi, ici à gauche. Donc, un petit peu de lenteur due à ma connexion. Là, vous avez retrouvé toutes les sessions que vous avez créées pour vos élèves. Vous pouvez cliquer sur Voir les résultats. Donc, on revient sur la page où j'étais précédemment. Et en bas, vous pouvez modifier votre session. Donc modifier la session, on peut changer le titre. On peut aussi, ce qui est pratique, parfois changer la durée, puisque des fois les élèves n'ont pas eu le temps de finir, donc on peut rallonger la durée de la session. Et si entre-temps j'ai des élèves qui se sont connectés, qui n'étaient pas dans ma base au départ, je vais les voir apparaître ici quand je vais sélectionner ma classe et je vais pouvoir les rajouter à la session. Voilà, après un petit temps, on va les voir apparaître normalement ici en dessous. Donc voilà comment on peut diffuser des ressources aux élèves. Voilà, mes deux élèves rajoutés sont apparus maintenant dans ma session. Donc deux façons de diffuser les ressources. Les élèves qui sont remontés dans la base et qui se connecteront par l'ENT ou alors le lien libre. Et attention, si vous voulez tester, on se fait avoir souvent au départ, ce lien libre, il faut le tester dans une nouvelle fenêtre de navigation privée ou alors dans un autre navigateur pour ne pas se voir l'accès refusé. Maintenant, comment on suit le travail de ces élèves? Donc pour suivre le travail de ces élèves, on l'a déjà vu un petit peu dans cette partie-là, donc ça se passe dans Résultats et suivi. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez la liste de toutes les sessions que vous avez créées qui apparaissent. Et vous voyez que vous avez plusieurs onglets qui vous sont proposés en haut. Donc on va voir notamment les deux onglets en particulier. Donc si je reviens dans voir les résultats, je suis comme on était tout à l'heure, les résultats de mes élèves qui vont apparaître au fur et à mesure. Et je peux exporter ces résultats au format tableur. Donc ça c'est très pratique. À un moment donné, si on veut garder une trace et exploiter les résultats de ses élèves, on peut les exporter au format tableur et les récupérer. Une deuxième façon de voir les résultats de ses élèves, c'est de regarder par classe et par élève par élève. Donc là, ça va permettre notamment de regarder les résultats de plusieurs modules en même temps. Donc ça se passe avec l'onglet Apprenant ici en haut. Donc si je choisis la classe de 3e A et que je veux regarder les résultats de l'élève numéro 1, donc voilà, donc j'ai un résumé du travail de cet élève. Il a fait 3 modules, il en a réussi 3 et j'ai une moyenne de ses résultats. Et quelque chose qu'on ne voit pas dans l'autre vision, c'est qu'on voit aussi le nombre de tentatives. On voit qu'ici, ce module fonction carré, l'élève l'a tenté 2 fois. Et en cliquant sur le petit triangle, je peux voir ces 2 tentatives. Donc je peux voir que la première fois, il a eu un score de 2,5 sur 4 et que la deuxième fois, il a eu un score de 4 sur 4. Et pareil, je peux exporter au format tableur ces résultats élève par élève. Donc voilà les deux façons de suivre le travail des élèves. Donc soit module par module, session par session, soit élève par élève. Et avec à chaque fois un export tableur qui est possible. Donc maintenant, on va voir comment on peut soit personnaliser, soit créer des ressources. Donc vous pouvez modifier un module ou en créer un. Et je vais vous montrer un certain nombre de questions, comment vous pouvez les créer par vous-même à l'intérieur de Tactiléo pour les diffuser ensuite à vos élèves.
Donc, on retourne dans la plateforme. On va prendre une ressource existante. Alors, ici, vous voyez que pour trouver des ressources, il y a 3 endroits. Soit vous avez les ressources qui sont dans la collection, soit dans mon établissement, soit dans mes ressources, soit dans mes favoris. Alors, je vais vous expliquer rapidement ces différents endroits. En fait, quand vous êtes dans une collection, donc je vais prendre la collection, on va prendre la collection de maths, Barème par exemple. Vous voyez une ressource qui vous intéresse. Vous pouvez la diffuser directement à partir de là à vos élèves. Mais si vous souhaitez la conserver pour pouvoir la retrouver plus facilement ou la modifier, 2 possibilités pour vous. Avec la petite étoile, vous cliquez et elle va se mettre dans vos favoris. Ou alors, cette session-là, cette ressource-là, vous pouvez la dupliquer. Et à ce moment-là, vous arrivez dans l'architecture du module et il s'est automatiquement rajouté dans vos ressources à vous. Donc si vous prenez un module existant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, si vous le trouvez trop long, si vous voulez modifier, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dedans, vous pouvez les supprimer très facilement. Vous pouvez aussi facilement modifier l'ordre des questions. S'il y a une question qui vous intéresse et que vous voulez reposer plusieurs fois à votre élève, vous pouvez la dupliquer. Donc tout ça, très simple à faire. Vous pouvez aussi paramétrer un élément pour vous dire si l'élève, donc quand vous êtes dans le paramétrage, si l'élève a réussi, je voudrais qu'il passe à telle question. Mais si l'élève a échoué, je voudrais qu'il passe à telle question. Donc ça permet de la remédiation. Nous, pour les collections de lycée, par exemple, on l'a construit de cette façon-là, c'est-à-dire que si un élève échoue à une question, on lui propose une vidéo de remédiation et on lui repropose la question. Comme en plus on a des valeurs aléatoires, il n'y a pas exactement le même énoncé, et il peut retenter la question après avoir eu une explication en vidéo. Donc là, vous avez tout un paramétrage possible, avec un comportement si la réponse est correcte et un comportement si la réponse est fausse. Et vous pouvez aussi adapter le message que vous allez faire apparaître à l'élève en fonction de son résultat à l'élément. Je reviens dans mon module. Donc on peut supprimer, on peut modifier, on peut dupliquer, on peut déplacer les éléments. On peut aussi ajouter un nouvel élément. Donc ajouter un nouvel élément, c'est valable aussi si on part d'un module qui est Christophe? entièrement par soi-même. Pardon? Christophe? Oui? On a perdu le partage d'écran. Ah, d'accord. Alors je retente. Oui, effectivement. Ça y est, je pense que c'est bon de nouveau. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Ça faisait longtemps qu'il était perdu ou... 15 secondes. D'accord, bon alors ça va. Donc si vous voulez ajouter un nouvel élément, donc je vais juste revenir en arrière peut-être si vous ne l'avez pas vu, je vais fermer ici. Donc la possibilité de modifier une ressource existante ou alors aussi créer vous-même des éléments. Donc le premier élément que je voudrais vous montrer, donc il y a tous ces types d'éléments, vous pourrez les découvrir certains par vous-même parce que je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer. Des éléments qui sont évalués, évaluables, en auto-évaluation ou en évaluation manuelle. Je vous montrerai ce que c'est que l'évaluation manuelle, qui peut être très intéressante dans la période actuelle, que j'utilise beaucoup avec mes élèves, et des éléments d'information. Donc le premier élément classique, c'est le QCM. Hein. Donc on peut créer un QCM. Donc je vais donc moi j'ai préparé, ce que vous pouvez faire aussi, c'est préparer vos questions dans un petit fichier texte à côté pour pouvoir les. Alors comme je suis prof de maths, je vais mettre une question de maths. Ici on peut proposer les réponses, donc je demande des nombres premiers, j'ajoute une réponse possible. Voilà, j'indique quelles sont là où les bonnes réponses. Donc là, comme il y a plusieurs bonnes réponses, je vais donner des cases à cocher. Ça va me permettre de sélectionner plusieurs bonnes réponses, en essayant de ne pas me tromper. Quelque chose que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais il y a des axes de positionnement aussi. Donc si vous souhaitez évaluer par compétence, il y a aussi la possibilité d'évaluer par compétence. S'il y a des questions dessus, je pourrais vous le montrer tout à l'heure.
Et une dernière chose que je voudrais vous montrer, qui n'est pas obligatoire quand on fait un QCM, donc là on a créé un QCM tout simplement, mais c'est intéressant notamment pour tous les élèves qui ont des difficultés de type 10, c'est que vous pouvez ajouter facilement un élément audio. Et ça peut servir à quoi cet élément audio? Vous allez le retrouver beaucoup dans toutes les ressources, notamment de langue, en italien et en allemand. Mais ça permet de donner la consigne de manière orale ou alors d'expliciter les choses un petit peu différemment. Donc pour ajouter un son, vous cliquez ici, vous choisissez un fichier à importer. Donc vous avez préparé votre petit fichier son avant avec une petite application et vous l'ajoutez d'un clic. Et l'élève ici aura la possibilité de... Voilà. Pour tous les professeurs de langue, vous verrez aussi, si j'ai le temps, qu'on peut demander à l'élève de répondre en audio et récupérer un audio facilement et le corriger puisque ça se fait de manière automatique. J'enregistre ma question, j'enregistre mon module pour pouvoir et peux visualiser de suite ce que ça donne si j'étais côté élève. Donc on retrouve ici le petit audio que j'avais fait et ici mon questionnaire à choix multiples que j'ai proposé à l'élève avec une autocorrection immédiate. Deuxième type de question que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut facilement légender une image. Donc ça peut être pratique dans plein de disciplines différentes. Donc pour légender une image, c'est cet élément-là. Vous allez choisir une image que vous avez sélectionnée précédemment. Donc pour la Réunion, j'avais la carte de la Réunion. Ici, j'ai pris la carte de la métropole. Donc l'image apparaît. Et vous créez des étiquettes directement. Donc si on voudrait par exemple placer ma région qui est Occitanie, on crée l'étiquette et on vient la positionner directement à l'endroit voulu et on va créer une deuxième étiquette pour l'exemple avec la région Île-de-France. Et on vient la positionner à l'endroit voulu. On enregistre et très rapidement on a pu créer une question de type légender une image. Si on clique ici sur visualiser, voilà ce que ça donne côté élève. Il a ses étiquettes et les endroits où aller les positionner. On peut ajouter des étiquettes intruses aussi pour complexifier un petit peu les choses. Vous pouvez aussi facilement insérer des vidéos. Si vous faites des vidéos sur YouTube ou si vous avez YouTube ou ailleurs d'ailleurs sur Vimeo, si vous voulez récupérer des vidéos de la PMEP par exemple, puisque la PMEP on fait pas mal de vidéos de mathématiques, vous pouvez ici insérer un élément vidéo. Vous allez récupérer le code de partage ou le code d'intégration de la vidéo sur les différentes plateformes possibles. J'ai eu l'occasion aussi de les fondamentaux de Canopé ou des C'est pas sorcier. Vous cliquez sur OK et votre vidéo est directement intégrée comme élément dans votre module. Et elle apparaît ici. Là, c'est une vidéo C'est pas sorcier sur l'île de la Réunion. Si la vidéo, je veux la mettre avant une question pour aider les élèves, leur donner une consigne ou leur donner une explication avant qu'ils fassent l'exercice, je peux la déplacer aussi assez facilement. Alors quelque chose qui peut intéresser les professeurs de sciences et de mathématiques notamment, et particulièrement en lycée, en ce moment on travaille beaucoup avec Python. Donc vous pouvez insérer des éléments extérieurs ou des sites internet extérieurs. Donc ici par exemple une page internet ou un élément extérieur. Donc moi avec l'interface VitaScience par exemple, j'intègre des choses en Python directement dedans. Donc j'ai pareil été créé ailleurs sur un autre site mon petit programme que j'intègre ici avec le code d'intégration. J'enregistre et je peux visualiser directement. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que l'élève il va pouvoir manipuler directement dans la page, dans Tactileo. Donc là, il peut modifier le programme, il peut l'exécuter. Donc ça, c'était un petit programme de dichotomie. Et là, mais une erreur parce que j'ai pas tapé les bons. Dico n'était pas bien tapé. J'ai tapé DICH, mais bon. Donc voilà, on peut mettre un petit programme en Python
Et ce qu'on a pu faire aussi, c'est qu'on peut coupler ça, on peut l'intégrer dans une question, et du coup, l'élève, une fois qu'il a fait son programme, il récupère soit un mot secret, soit une réponse qu'il va pouvoir donner dans Tactiléo, et on va pouvoir évaluer sa réponse. On peut intégrer des éléments de géométrie dynamique aussi de l'extérieur, etc. Autre élément que je voulais vous montrer, qu'on a déjà vu sur l'exemple tout à l'heure d'un module, c'est les questions à trous. Donc les questions à trous, on peut les créer en fait très facilement. Si on a préparé son texte à l'avance, il suffit de le copier-coller dans la fenêtre ici. Je vais le grossir un petit peu pour que vous le voyez mieux. Et pour créer les étiquettes, il suffit de sélectionner la partie de texte qu'on veut transformer en étiquette et ça devient une étiquette automatiquement. Vous voyez qu'on peut insérer des caractères spéciaux aussi. Je vous montrerai qu'on peut, pour ceux que ça intéresse, qu'on peut écrire facilement des mathématiques. Et vous voyez ici que j'ai rajouté deux choses à la fin, c'est qu'en fait je peux mettre des étiquettes intruses. Donc pour que l'élève, éventuellement, il n'ait pas uniquement les bonnes réponses qui lui soient proposées, mais d'autres réponses aussi, et qu'il ait un choix à faire. Une fois que j'ai sélectionné mes étiquettes, je clique sur OK, et la question est créée. Ça donne la chose suivante. Le texte est créé, et on déplace les étiquettes, et on vient les placer avec les intrus. Alors, sauf que j'ai laissé les intrus, donc effectivement c'est une petite erreur de ma part. Vous voyez qu'ici une réponse est attendue. Donc je vais vous montrer comment en fait ces étiquettes deviennent des intrus. En fait, une fois que vous avez créé l'étiquette, il faut cliquer dessus et sélectionner ici que c'est une étiquette intruse. Et ça se reconnaît parce qu'elle est encadrée par des petits pointillés bleus en fait. Voilà, et du coup, maintenant, cette zone de réponse ne sera plus proposée et ça devient vraiment des étiquettes intruses. Donc voilà, une question à trous. Ces questions à trous, en fait, elles sont donc déjà, je trouve intéressantes comme ça, mais elles sont plus riches que ça, finalement, c'est-à-dire qu'on peut aussi choisir qu'il y ait une saisie clavier. Donc dans ce cas-là, si on demande une saisie clavier, il n'y a plus d'étiquettes qui sont proposées, l'élève va devoir directement taper la réponse, qui sera comparée avec la réponse attendue. Alors ça peut poser un petit peu de difficulté au niveau de l'orthographe, parce que s'il y a une faute d'orthographe, du coup la réponse va être comptée fausse. Mais on peut un peu pallier à ça quand même, c'est-à-dire qu'ici sur la réponse texte qui est attendue, on peut donner des réponses alternatives. Donc les fautes d'orthographe un peu attendues, on peut les mettre dedans si on veut ne pas en tenir compte pour que l'élève soit il ait une réponse, un retour positif à sa réponse. On peut aussi ne pas tenir compte des accents et ne pas tenir compte de la casse. L'autre possibilité qu'il y a aussi, c'est de proposer un petit menu déroulant. Donc on peut donner plusieurs propositions et l'élève va se voir proposer. Alors, il vaut mieux éviter de mettre la bonne réponse en premier. L'élève va se voir proposer plusieurs possibilités pour répondre à la question. Il devra choisir parmi celles-ci. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Pour le premier trou, ici, je peux choisir parmi des propositions qui me sont données. Vous trouvez ça dans pas mal de ressources aussi, notamment dans la banque de ressources équipe réussite. Maintenant, la question ouverte, la réponse ouverte. Alors, la réponse ouverte, c'est une question où on va avoir trois types d'interactions possibles. Soit il y aura une auto-évaluation, soit pas d'évaluation du tout, soit une évaluation manuelle de l'enseignant. Donc cette évaluation manuelle, elle est valable aussi pour les questions audio, et je pense qu'en ce moment, c'est très intéressant. Donc je vais vous présenter les deux sortes de possibilités avec auto-évaluation et avec évaluation manuelle. Donc je vais prendre un petit calcul qu'on va taper, que je vais taper directement. Je vais en profiter pour montrer comment on peut taper des mathématiques dans Tactiléo. Donc je vais demander de calculer une expression. Alors,
Pour taper des mathématiques, il y a un petit éditeur d'équations ici là, qui vous permet de taper des formules mathématiques. Donc je vais prendre un exemple 45 moins 5 fois 2. Et en type d'affichage, je vais attendre un nombre. Et là, vous voyez que je peux ajouter une réponse possible. Donc je peux indiquer la bonne réponse dans Tactiléo. Donc ici, c'est 35. Et ça va permettre une auto-évaluation côté élève. Maintenant, si je prends le même type de question, là, je vais demander à l'élève de calculer en détaillant les étapes. Je vais re-rentrer mon expression, et là, je vais vous montrer l'autre façon de taper des mathématiques, c'est qu'on peut rentrer du LaTeX, pour ceux qui connaissent, avec le encadré par les symboles double dollar. Je ferme moins 5 fois 2, on va prendre la même. Je ferme par double dollar, je vais le mettre en gros aussi. Voilà. Et là, je vais demander un texte long, puisque l'élève va me détailler ses étapes. Et ça peut pas être auto-évalué, bien sûr, puisqu'il y aurait trop de choses qui pourraient différer sur un texte long de la réponse attendue. Mais par contre, je vais, dans le paramétrage, j'ai deux possibilités. Soit c'est carrément pas évalué, soit je vais faire une évaluation manuelle. Et là, on va voir que facilement, je vais pouvoir corriger mon élève et que mon élève va pouvoir accéder à sa réponse. J'enregistre donc les deux types de réponses ouvertes. En paramétrage ici, en évaluation automatique. Et en évaluation manuelle, alors si je reviens, c'est que parfois aussi, l'évaluation manuelle n'est pas prise du premier coup. Voilà, il faut que je la reclique une deuxième fois. Et là, ça va être pris en compte. Voilà plein d'éléments qu'on peut créer. Maintenant, on va rapidement, pour terminer, voir qu'est-ce qui se passe côté élève. Donc, je vais créer une session avec ce module. Je vais peut-être enlever d'abord tout ce qui était du module de départ. On va juste comme ça voir les éléments qu'on a créés ensemble. Voilà. Je crée une session. Donc, comme ça, on va pouvoir revoir la création de la session. Donc, le titre de la session, c'était le nom du module. Donc là, je vais le changer. Je vais marquer test Paris. Par défaut, c'est un mois. Je vais l'attribuer à cet élève et je crée ma session. Donc la session est créée. L'élève, lui, va se connecter par son ENT directement à la collection dans laquelle j'aurais créé cette question. Donc on va essayer de faire une connexion comme si on était un élève. Donc moi, je ne vais pas passer par un ENT, là, je vais me connecter directement dans Tactilio, mais l'élève, lui, va passer par l'ENT. Donc voilà, ça va vous permettre de voir l'interface élève. Quand un élève il se connecte donc par l'intermédiaire de l'ENT dans sa collection, il va retrouver tous les modules qui lui ont été mis à disposition par ses enseignants. Et par défaut, il arrive sur les modules à faire, donc ceux qu'il n'a pas encore réalisés. Le module que nous on a proposé, il est ici, test Paris. Donc la première question avec le petit audio et le QCM. Le deuxième élément qu'on avait mis, c'était une vidéo. Ensuite, on avait mis légendé une image. Donc tout ça, c'est en auto-évaluation. L'intégration d'un élément extérieur, ici Python, sans demande de réponse à l'élève. Là, c'est juste pour manipuler. On pourrait lui donner une consigne. La question à trous, dont une partie avec menu déroulant et une partie en saisie manuelle. Donc là aussi, on est en autocorrection. Calculer, alors je l'avais laissé dans une fenêtre, la consigne. C'est pas très joli, parce que du coup, c'est un petit peu petit, mais là,
c'est la question ouverte avec l'auto-évaluation. Et on arrive à la question ouverte en correction manuelle. Donc là, l'élève, il va répondre ici. On va admettre on va le faire se tromper, qu'il ne respecte pas les priorités opératoires. Et on va voir ce qui se passe côté élève à la fin de ce module. Donc vous voyez que le score est en attente, il y a un petit sablier. Pourquoi le score est en attente? Parce qu'en fait, le dernier élément, comme il est en attente d'évaluation, pour l'instant, le score n'est pas finalisé. Donc cet élément est en attente d'évaluation. Qu'est-ce qui se passe côté enseignant du coup par rapport à ça? Ben, l'élève 1, pour l'instant, je ne le vois pas apparaître. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait son travail. Donc attention, je me suis fait avoir, et on est beaucoup à se faire avoir au départ, c'est qu'on a l'impression que nos élèves, mais ils n'ont pas fait le travail qu'on leur avait donné. Et pourtant, si. C'est dans résultats et suivi que ça se passe. Dans résultats et suivi, vous avez un petit onglet en haut ici, à évaluer. Vous voyez qu'il y a un petit 2. Ça veut dire qu'il y a 2 réponses de mes élèves qui sont en attente d'évaluation de ma part. Donc celui qu'on a fait ici, c'est test Paris. Donc je vais aller évaluer la réponse de mon élève. Donc je vois la réponse qu'a donnée mon élève. Et ici, je peux lui attribuer une note et lui mettre un petit commentaire. On a par exemple attention aux priorités opératoires. Donc exactement comme si j'étais sur un cahier ou sur une copie, mais à distance, je peux le faire. Donc une fois que c'est fait, si je reviens dans résultats et suivi, je vais voir que mon élève maintenant va apparaître avec le résultat complet de son travail. Et si on retourne côté élève, alors côté élève, ça doit être ici. Donc l'élève avait terminé, il était en attente de son score. Il revient dans son espace. Le module a disparu du travail à faire puisqu'il l'a terminé. Donc il va aller dans le travail terminé ici. On recherche le travail qui était terminé, c'était celui-ci. Et là maintenant, alors c'était pas celui-ci parce que c'en était un autre. C'est celui-là, je pense plutôt. Voilà. Et là maintenant il a son score qui apparaît. Et la question que je lui ai évaluée manuellement, qui était la dernière, il va pouvoir, en cliquant sur la petite loupe ici, retrouver sa réponse et voir les annotations que j'ai pu lui faire. Donc exactement comme si je lui rendais une évaluation en classe. Sauf que là, on aura pu le faire à distance. Voilà, donc je sais pas, je pourrais montrer la question audio, mais je pense qu'on a déjà pris pas mal de temps, donc vous me dites si vous voulez que j'en montre un tout petit peu plus ou si on passe aux questions. Merci de votre attention. Merci Christophe. Il y a eu quelques questions, mais Axel a pratiquement répondu à celles qui ont été posées par le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les poser Alors, s'il en y a des utilisant le chat. professeurs de langue qui sont intéressés pour voir la question audio pour la réponse audio, du coup, je peux le montrer, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ça parmi les participants. J'entends un oui, c'est pour la... Oui, il y a de la... Oui, pour l'audio, Christophe. Oui, oui. D'accord. Bon, bah alors je vais montrer la question audio rapidement. Donc, pour créer un module de toute pièce, c'est créer un module. Donc, on va partir d'un module. Donc, vous ajoutez un nouvel élément et vous avez ici question audio. Moi, je sais que mes collègues de langue sont très, vont être friands de ça, puisque j'ai pas eu l'occasion de leur montrer encore, mais c'est vrai que c'est toujours une difficulté. Donc là, vous posez votre question, hein, comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous-même mettre un audio, si vous voulez poser votre question vous en audio. Donc tout à l'heure, j'avais un fichier audio importé, je vais l'importer au hasard, peu importe lequel vous l'aurez préparé, mais ça, c'est pas une nécessité, on peut juste poser la question à la main, hein. Voilà, bon. Sous forme de texte, on peut amener une image, on peut amener une vidéo, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez toute une interface ici qui vous permet d'amener plein de choses.
J'en profite pour vous dire que si vous voulez amener un élément extérieur comme Python, ça se passe avec la petite pellicule insérée à un média. Mais ce n'est pas l'objet de cette question. Et là, la question, elle est créée, en fait, tout simplement. Vous cliquez sur OK. Il faut que j'enregistre, que je donne un nom à mon module pour pouvoir l'enregistrer. Donc, je vais l'appeler test audio, je l'enregistre, et c'est fini. Comment ça se passe? On va le voir côté élève. En fait, là, on va juste le visualiser pour voir comment ça se passe. L'audio que vous aurez rentré, votre question, et l'élève ici, il clique sur ouvrir l'enregistreur audio, et il démarre son enregistrement, et il peut répondre directement ici à la question. Alors bien sûr, il n'y a pas d'auto-évaluation sur un audio, hein. Ça va se terminer là, et voilà. Donc là, j'ai pas mis d'évaluation sur cette question-là. Mais on va voir que si vous voulez, vous, évaluer votre élève, dans le paramétrage de votre question audio, vous allez pouvoir cliquer sur évaluer manuellement. Et là, si vous cliquez sur évaluer manuellement et que vous distribuez cet élément à un élève, donc on va reprendre notre élève 1 de tout à l'heure, on va lui donner, on crée une session pour cet élève. Voilà, et on va aller voir côté élève comment ça se passe. Alors je ne sais pas si j'ai gardé le côté élève ou pas, peut-être que si. Non, non, j'ai pas gardé le côté élève, donc on va recréer, retourner côté élève. Donc l'élève, il va retrouver le module que vous lui avez dit, que vous lui avez fait, qui est test audio ici. Il va ouvrir l'enregistreur audio, il faut qu'il autorise son micro. Voilà, donc il va donner sa réponse de manière audio. Il stoppe l'enregistrement, il valide. C'est terminé. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, il est en attente d'évaluation, parce que j'ai paramétré à évaluer manuellement. Comment ça se passe côté enseignant? Dans résultats et suivi, en haut à droite, je vais retrouver le à évaluer. Et le test audio, je vais pouvoir l'évaluer. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je retrouve ici la réponse de l'élève que je vais pouvoir écouter et je vais pouvoir l'évaluer. Donc, on va être plus gentil que tout à l'heure, on va lui mettre une bonne note. Là, j'ai oublié de mettre un petit commentaire, j'ai pas mis de commentaire, donc on n'aura pas de commentaire, mais c'est pas grave. Et là, maintenant, l'élève, dans son espace à lui, dans son espace terminé, il retrouve son test audio. Test audio, il est ici. Et il va pouvoir consulter la note et le commentaire de son collègue, de son enseignant, pardon. Donc voilà comment fonctionnent les questions audio. Ce qui est très pratique. Merci Christophe. Il y avait une question. Oui. Il y a une question concernant le partage et le périmètre de partage, parce que j'ai l'impression que quand on partage en dehors de l'accès directement sur Tactilo sans passer par le NT, le périmètre est plus large et apparemment ça gêne quelques collègues qui voudraient partager Alors au-delà de effectivement, l'académie et le au-delà GAR, de l'NT. bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais le GAR, le passage au GAR a limité le partage. Donc effectivement, quand on était dans Tactiléo, quand on est hors GAR et hors ENT, on peut faire un partage avec tout le monde ou ou par mail à des collègues. Et là, quand on est dans le GAR, donc quand on passe par le GAR et par son ENT, le partage est limité à l'établissement. On ne peut partager les ressources qu'avec les collègues de l'établissement. Axel, tu avais proposé une solution en fait, pouvoir partager au-delà de l'ENT. Alors moi, c'est pas moi qui vais détourner le GAR, hein. Non, alors ce que j'étais en train d'écrire, en fait, c'est bien noté. On y travaillera de notre côté, en fait, au niveau du ministère. C'est clair que je comprends. Effectivement, c'est le GAR, en fait, doit être le garant aussi de l'identité des élèves, et donc on
on est des protecteurs aussi par rapport à ça. Donc il y a une sorte de capsule qui est faite dans l'établissement, et ce qui veut dire que de l'extérieur, il n'y a pas d'arrivée possible sur ces solutions-là. Donc c'est effectivement une sorte de très forte contrainte pour les usages, mais je vois bien la cohérence d'avoir protégé l'établissement juridique ce correspond à l'établissement en fait. Mais Voilà. je vais reporter cette difficulté-là. Sachez, voilà, mettons que j'entends par rapport à des pratiques, clairement, on doit plus collaborer, plus partager des choses entre professeurs, et ça peut être aussi un immense gain de temps que de se répartir la production des supports de travail pour les élèves. Vous êtes toujours dans la possibilité de vous inscrire de manière individuelle avec votre adresse académique aux banques de ressources numériques éducatives. Donc je sais bien que franchement, je vous le dis très clairement, pour moi, le cadre le plus simple, évidemment, dans les usages, c'est vraiment le duo ENT-GAR pour accéder à toutes les ressources. Mais en attendant, voilà, vous pouvez toujours vous inscrire à titre individuel avec votre adresse professionnelle, évidemment, toujours dans un cadre professionnel aux banques. Et dans ce cas-là, partager au niveau même, donc là, en l'occurrence de toute la France, des ressources avec les sessions ouvertes. Donc c'est ce que M. Gombert vous présentait. Vous créez un module et vous avez la possibilité d'hériter d'un lien que vous pouvez confier à qui vous voulez. Donc ça, c'est pour ça que je suggérais aussi cette possibilité-là. Le lien vous permet de diffuser au-delà de votre établissement, en fait. Le lien que vous pouvez proposer, ce qu'on appelle Ça en permet, session ouverte, c'est vrai que ça permet pas à un ça vous collègue de permet de récupérer le travail pour se l'approprier. On peut, on peut juste le faire comme un élève finalement. On peut pas récupérer le travail après dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que le partage de ressources, si ça pouvait être borné avec les adresses académiques, professionnelles, parce qu'en fait on partage pas de données d'élèves quand on partage une ressource. C'est comme si on partageait un cours qu'on aurait préparé en fait. C'est ça. Mais si vous voulez un suivi qui soit, donc avoir un retour de la pratique de l'élève, dans ce cas-là, il faut être dans le cadre de l'ENT ou avec une connexion, avec un accès avec l'adresse professionnelle. Là, vous pourriez gérer ça ouvert, en fait. Donc voilà, il y a deux natures. Mais j'ai bien noté, donc en fait, j'en parlerai avec l'équipe du GAR. Cette limitation-là, à mon sens, il n'y a pas de vraie difficulté si on sortait évidemment au-delà de l'établissement d'un point de vue juridique, puisque les professeurs voilà, décident quelque chose, donc ils restent toujours responsables de ce qu'ils feront, et donc ça doit être faisable. Mais j'imagine bien que techniquement, ça lève des très grandes difficultés. Alors, au sein d'une même académie, dans le même ENT, ça doit être gérable. Honnêtement, sur deux académies différentes, avec des ENT différentes, là, je pense qu'on va avoir une vraie difficulté technologique, en fait, de franchir un transfert entre les ENT. Ça me semble très, très compliqué. Et après, je le dis à ce moment-là, en fait, d'abord, Monsieur Combert, merci beaucoup pour la présentation qui est extrêmement claire. Je vous avoue avoir appris des choses. Je ne savais pas qu'on pouvait faire aussi autant de choses subtiles dans les banques de ressources numériques éducatives, et pourtant je les connais assez bien, notamment sur le Python, etc. Mais clairement, le cadre du ENT GAR et accès aux ressources, c'est un cadre de confiance immense, sans doute unique. Et vous le savez, actuellement, il y a plein de solutions qui sont proposées parfois, mais c'est une sorte de jungle. Et quand les adultes utilisent des solutions pour eux, à la limite, pourquoi pas, ils sont responsables juridiquement de ce qu'ils font. Quand on invite des élèves à utiliser une solution qui ne s'inscrit pas dans le cadre de confiance, quand on est professeur, il faut vraiment y réfléchir à 15 fois avant de faire ce genre de choses, parce que là, on engage sa responsabilité par rapport aux dangers qu'on peut propager pour nos élèves. Et tant qu'ils sont mineurs, ils ne peuvent pas choisir seuls, en fait. Donc le cadre ENT, GAR, accès aux ressources est vraiment un cadre qui protège tout le monde, vous y compris, mais évidemment surtout les élèves. Eh bien, merci, encore un grand merci, Christophe. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure. En tous les cas, vous avez parfaitement illustré les possibilités offertes par la BRNE dans les modalités de construction d'un module, de pouvoir les diffuser à ses élèves, d'offrir la possibilité d'avoir des corrections automatiques pour les élèves, et ça on sait que c'est
la connaissance immédiate d'un résultat fait d'un travail d'élève, ça booste ses capacités d'apprentissage et c'est important. Donc, un grand merci pour cette présentation, brillante présentation. Merci Christophe. Merci à vous. Juste peut-être, merci Christophe, merci Axel, merci à tous. Juste peut-être pour rappeler que une deuxième session est prévue cet après-midi à 15 h et que, comme on l'a dit au début, la présentation d'aujourd'hui n'était pas disciplinaire, mais plutôt sur le fonctionnement de Tactilio et qu'un programme est prévu la semaine prochaine pour les aspects disciplinaires. Donc, je peux vous le dire tout de suite, lundi, sciences, SVT, technologie, sciences physiques, mardi, la Tectelo et mathématiques, mercredi, LCA, italien et allemand le matin, et jeudi 30, l'après-midi, BRNE, Tactilio en FLS. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci Axel. Avec à ta disposition et à la disposition de l'Académie, vraiment un grand plaisir.